Donc, séparation à la source de l'urine, une dynamique française et européenne tirée par le positionnement précurseur du bassin de la Seine. Je suis donc Fabien Esculier, je suis chercheur au laboratoire LESU de l'École des Ponts ParisTech et je coordonne, cette année, ça fera bientôt 10 ans, le programme de recherche-action au CAPI. Alors, je vais présenter en deux temps ce sujet. D'abord, faire un point sur les raisons qui mettent l'assainissement actuel en tension, avec une vision historique, un état des lieux de son fonctionnement actuellement. Et puis, dans un deuxième temps, je discuterai plus des possibilités de mutation de cet assainissement pour des systèmes soutenables et répondre aux enjeux, en particulier de respect des limites planétaires. Alors, la dynamique sur le bassin de la Seine en particulier autour de la séparation à la source, elle a commencé dans les années 2010 avec le projet du Grand Paris et un travail qui a eu lieu sur est-ce qu'on peut faire le projet politique du Grand Paris et en même temps respecter les enjeux environnementaux, en particulier sur l'eau dans le bassin de la Seine. Et à cette époque, on a mis en exergue un effet ciseau, c'est-à-dire que le Grand Paris, ça veut dire plus de monde, donc en particulier sur sur le fleuve Seine, davantage de rejets, et en particulier sur le paramètre azote, on a une criticité de respect des critères de bon état. Et puis par ailleurs, le changement climatique a déjà fait baisser le débit de la Seine, puisqu'il fait déjà plus 1 degré en France aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans. Et maintenant, on prévoit des baisses de l'ordre de 30% du débit, mais dans des délais beaucoup plus courts. Donc, on a une tension très forte qui s'exerce sur le système, sachant qu'on n'atteint pas aujourd'hui le bon état, donc on a une difficulté beaucoup plus grande à l'avenir à l'atteindre et le conserver, avec en parallèle le souhait qu'on fasse ça tout en émettant moins de gaz à effet de serre, pour ne citer qu'un des enjeux qui se fait jour. Et puis récemment, on a rajouté en plus un nouvel enjeu de se baigner dans ces rivières. Donc on a un faisceau de contraintes extrêmement fortes autour des questions assainissement. À l'époque, en 2012, ça a mis sur la table cette question d'un problème structurel de l'assainissement à répondre aux enjeux de respect de qualité de l'eau et de ces autres enjeux. Et c'est à cette époque, personnellement, j'étais chef du service police de l'eau de la Seine jusqu'en 2013. Et donc, à cette époque, j'ai pris un temps pour monter un travail sur cette question, comment est-ce qu'on résout ce problème. Et puis, on m'a dit, pour faire ça, déjà, il faudrait bien poser le problème et tu peux essayer de faire de la recherche. Donc, je suis devenu chercheur en 2013. J'ai monté le programme de recherche OCAPI, Organisation des cycles carbone, azote et phosphore dans les territoires, et qui a été initialement lancé et soutenu par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le SIAP, le syndicat d'assainissement d'agglomération parisienne. Alors, très brièvement, pour donner quelques résultats de notre recherche, en reposant le problème, on a changé de perspective, et en particulier en regardant la circulation des flux d'azote. Il s'est avéré que la raison pour laquelle il y a des problèmes azote, en particulier sur l'eau, c'est lié au fait que toute société humaine doit garantir la possibilité d'alimenter les humains. Donc, on a besoin tous de manger 3,4 kg d'azote par personne et par an. C'est sous forme de protéines qu'on mange cet azote. Et le corps humain est ainsi fait que tout ce qu'on mange, on l'excrète, principalement dans les urines, un peu dans les matières fécales. On excrète 3,4 kg d'azote par personne et par an, donc majoritairement sous la forme d'urée. Et donc, moi, j'ai fait une thèse initialement quand j'ai commencé à faire cette recherche. J'ai soutenu en 2018, qui porte sur ce que j'appelle les systèmes alimentation-excrétion, c'est-à-dire comment les sociétés humaines s'organisent pour garantir les besoins physiologiques de s'alimenter et d'excréter. Donc, finalement, il y a eu une diversité énorme de façons d'organiser ça dans l'histoire de l'humanité. Et il y a en particulier un fonctionnement qui est celui des écosystèmes, qui est que les plantes, en symétrique de la physiologie du corps humain, elles mangent de l'urée, pour faire très très simple, et avec ça, elles fabriquent des protéines. Donc il y a un usage extrêmement classique dans les écosystèmes ou en agriculture pendant des millénaires des humains, qui consiste à mettre cet azote excrété sur les champs pour en faire d'une nourriture pour plantes et puis manger les plantes, les systèmes circulaires dans cet usage. Et pour citer Victor Hugo, qui s'est impliqué dans ce débat en 1862 dans l'ouvrage Les Misérables, il écrit « Un égout est un malentendu », puisque globalement, on va diluer dans l'eau et en partie, et surtout pendant le XXe siècle, envoyer en rivière cette ressource d'engrais qui est contenue dans nos excrétions humaines. Alors, nous avons fait un article publié en 2018 sur le bilan du système alimentation-excrétion de l'agglomération parisienne. Donc, on a calculé en kilogrammes d'azote par personne et par an
la circulation d'azote liée au système alimentation-excrétion. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on mange 4,9 kg d'azote par personne et par an, c'est-à-dire 50% de plus que le besoin physiologique. Donc cet azote supplémentaire, ces protéines qui sont consommées, bon, elles participent en particulier parce qu'elles sont beaucoup d'origine carnée à des problèmes de santé publique importants liés à la consommation de viande, de charcuterie, viande rouge, charcuterie, etc. Et elles intensifient évidemment beaucoup l'ensemble du cycle, sachant qu'elles ne correspondent pas à un besoin physiologique du corps humain. Elles sont évidemment excrétées derrière. Et puis en amont, de façon très très agrégée, donc là on a remonté le soja qui pousse en Amérique du Sud pour être amené ensuite en Bretagne, nourrir un cochon qui est apporté à Paris, etc. Donc je vous passe tous les détails. On a tracé tous ces azotes et donc on a retracé 21 kg d'engrais azotés de synthèse mis sur les champs qui nourrissent principalement des animaux et secondairement des humains. Ce qui montre donc une efficacité globale d'utilisation de l'azote des engrais de 25%. Et à l'aval, donc, les excrétions sont aujourd'hui envoyées majoritairement en égout, qui vont dans des stations d'épuration, qui produisent des boues, mais on ne retrouve dans les boues que 0,2 kg d'azote par personne et par an, c'est-à-dire 5% de ce qu'il y avait en entrée. Donc on caractérise ainsi des systèmes qui sont extrêmement intensifs et particulièrement linéaires. Et la raison, moi, en tout cas, ce qui m'a fait amener sur ce sujet en tant qu'ingénieur, c'est quand j'ai découvert que les stations d'épuration, par la dénitrification, en fait, consommaient du méthane fossile. On met du méthanol dans les stations d'épuration pour faire la dénitrification. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a une usine de synthèse d'engrais qu'on appelle la Burbosch d'engrais de synthèse qui prend du méthane fossile qu'on importe massivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps de Russie, maintenant davantage des États-Unis par bateau, etc. Et on fabrique l'azote de synthèse dans ces usines. Et puis en symétrique, on a des usines de destruction d'azote organique, enfin d'azote qui est la même molécule que celle qui est produite en usine, avec utilisation de méthane fossile. Donc une certaine aberration du système quand on le regarde comme ça. Et évidemment, tout l'azote qui n'est pas mobilisé dans le système, il part et en grande partie dans l'environnement sous forme d'ammoniac, de protoxyde d'azote, de nitrate à l'amont et à l'aval du système. Alors, ce fonctionnement, il est récent, finalement. Emmanuel Adler, dans sa thèse, a recensé 200 brevets déposés au 19e siècle en France sur comment gérer les urines et matières fécales pour les utiliser en tant qu'engrais en agriculture. Il y a eu une économie extrêmement importante de ces matières, en particulier dans la période de la révolution industrielle où les ressources fossiles sont relativement peu mobilisées et où l'économie, elle est organique et donc nécessairement circulaire. Et finalement, ce qu'on a vécu, c'est un siècle de linéarisation de la gestion des excréta humains. Là, c'est le taux de recyclage de l'azote des excrétions des Parisiens, retracé entre autres avec Sabine Barle, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on est rentré dans une linéarisation. Schématiquement, entre 1940 et 1970, c'est linéarisation principalement par rejet dans la rivière. Et puis, à partir de 1970, enfin 80 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, c'est par destruction en station de traitement des eaux usées qu'on est linéaire, avec toujours un rejet assez important. 40% de l'azote de l'agglomération parisienne est rejeté chaque jour dans la Seine en moyenne annuelle. Si on regarde le bilan de l'économie des nutriments, les rendements de traitement, on vient juste de publier un article avec mon doctorant Thomas Stark sur le bilan complet de la circulation de l'azote et du phosphore en France dans les systèmes d'assainissement. Donc là, on a extrait la partie Seine-Normandie. On a 66% de rendement moyen sur le bassin sur l'azote des systèmes d'assainissement et 72% de rendement sur le phosphore. Donc le reste est envoyé dans l'atmosphère pour l'azote en partie, sinon dans les milieux aquatiques globalement. En revanche, si on regarde le taux de valorisation, on est à 9% sur l'azote à l'échelle bassin Seine-Normandie, 48% sur le phosphore. Donc ça, c'est relativement récent. C'est depuis qu'on a mis en place le traitement du phosphore, les boues ont été enrichies en phosphore. Et donc, le fait qu'on les mette sur les sols a augmenté le taux de recyclage. Donc ça, c'est pas une politique de recyclage du phosphore qui a été mise en place, c'est une politique de protection des milieux aquatiques, mais elle a induit par effet rebond un recyclage plus important du phosphore qui arrive à 48%. Et sur le potassium, qui est usuellement pas regardé en assainissement parce qu'il n'est pas considéré comme polluant pour les milieux aquatiques, on est typiquement sur des taux extrêmement faibles de valorisation puisqu'il traverse majoritairement les stations de traitement des eaux usées. Je ne comprends pas ce que tu appelles le rendement de traitement. C'est par rapport à l'azote et le phosphore qui est en entrée des systèmes d'assainissement, celui qui ne rejoint pas les milieux naturels. Donc, il devient quoi? Et donc pour l'azote, il va être soit envoyé dans l'atmosphère sous forme de N2, soit récupéré dans les boues.
Et pour le phosphore, il n'y a pas de phase gazeuse, donc il n'est que récupéré dans des boues. Ok. Et comme toutes les boues ne sont pas valorisées, il y a une différence entre le 100% moins 72% pour le phosphore et le 48% qui est à côté, puisque la proportion entre les deux, c'est les boues qui ne sont pas mises sur des sols agricoles, qui vont être incinérées, qui vont être mises en décharge, etc. Alors, le programme Okapi, il s'est beaucoup développé depuis 2014. Actuellement, je coordonne un programme. On est une bonne douzaine à travailler sur le programme avec une vision très interdisciplinaire. On a 5 axes de travail: métabolisme, agriculture, santé, dynamique sociale et démonstrateur. Donc là, je ne vais pas faire toute une présentation de ce qu'on produit, mais je vous invite à consulter notre site internet et à le regarder. Et pour information, on est très tourné vers une démarche de recherche-action et d'implication entre la façon de définir nos questions de recherche en fonction des demandes des acteurs et garantir que la recherche publique qu'on mène puisse donner aussi de la capacité d'agir aux collectifs qui essaient de mettre en place des transformations des systèmes de gestion des urines et matières fécales humaines vers des systèmes qui soient globalement circulaires et davantage respectueux des limites planétaires. Donc on a un très grand nombre de partenaires scientifiques et techniques et financiers qui se sont développés. Et donc vous avez les logos sur cette diapositive. Alors, pour essayer de donner un point de vue général sur où on peut dire qu'on est aujourd'hui sur cette question de l'assainissement, je voudrais rappeler que l'assainissement, en dehors du respect de la qualité de la directive 4 sur l'eau, par exemple, est à la croisée de très nombreux enjeux. Environnementaux, évidemment, au comité de bassin, au conseil scientifique, on est au courant. Je les redis quand même en quelques mots. Les principaux enjeux, le premier, c'est celui de la quantité d'eau mobilisée. On est sur 150 litres d'eau par personne par jour. Pour information, il y a beaucoup de scénarios sur lesquels on travaille ou de choses qui sont réalisées, qui consistent à dire qu'on peut avoir des usages de l'eau qui soient entre 10 et 50 litres par personne par jour et vivre correctement. Juste fixer les ordres de grandeur, toutes les chasses d'eau du bassin Seine-Normandie, c'est à peu près le même volume que toute l'irrigation du bassin Seine-Normandie. Ça, c'est pour donner des ordres de grandeur. Qualité de l'eau, je ne vais pas en parler. On est au courant que les enjeux de l'assainissement, c'est une question de qualité de l'eau. Gaz à effet de serre, c'est souvent peu connu, mais donc les stations d'épuration en particulier et surtout les biofiltres sont fortement émissifs en protoxyde d'azote. Donc il y a un enjeu très très fort qui pour l'instant n'est pas régulé. Donc il n'y a pas de régulation sur ces émissions et elles sont importantes. Le méthane aussi, le méthane des fosses septiques, le méthane des égouts, on a quand même des émissions importantes, ou les fuites de biogaz. On a des émissions relativement importantes aussi de méthane sur lesquelles là on est directement dans des non pas l'énergie qui est consommée, mais vraiment le processus de gestion des matières dans l'assainissement. Évidemment, des enjeux de biodiversité qui vont avec. Mais au-delà des enjeux environnementaux, on a des enjeux sanitaires qui sont assez évidents sur la question de l'assainissement, ça s'appelle assainissement. Des enjeux alimentaires, puisque avant d'être des pollutions dans l'eau, carbone, azote, phosphore, c'est surtout des ressources. Et aujourd'hui, la France importe intégralement l'ensemble des ressources qui permettent de faire les engrais azotés et les engrais phosphatés. Donc, on a un enjeu de souveraineté alimentaire immense par rapport à ces ressources, donc faiblement valorisées, comme je l'ai montré tout à l'heure. On a bien sûr des enjeux économiques, et en particulier le fait que le traitement, la collecte des eaux usées subit une augmentation des coûts qu'elle représente pour la société, coûts directs, sans parler des coûts indirects environnementaux ou sanitaires. Évidemment, un enjeu énergétique aussi très fort pour faire fonctionner ce système. Et puis enfin, un enjeu de confort, évidemment, puisque un déterminant principal de la mise en place de ces systèmes, c'est celui du confort des usagers pour la gestion de l'eau et des matières excrétées. Alors, premier point de débat qui me paraît important de partager, celui de la station d'épuration circulaire. C'est un sujet qu'on entend beaucoup parler. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, si les stations d'épuration d'aujourd'hui ne permettent pas de valoriser les matières, on pourrait finalement ne pas changer grand-chose, mais juste changer cette usine et puis qu'elle devienne circulaire. Et comme ça, on aurait au moins sur la question de l'azote, du phosphore, etc., résolu cette question. Alors, c'est un sujet de débat scientifique très important. Il y a beaucoup de colloques sur ces questions-là. La thèse de Mathilde Besson, qui a été soutenue en 2020, elle a regardé ce que les meilleures technologies existantes aujourd'hui permettent de faire sur une station d'épuration qu'on construirait, et elle aboutit à 30% de recyclage maximum de l'azote. Donc, dès qu'on est sur des grandes infrastructures, aujourd'hui, dans sa thèse, elle conclut qu'il n'y a pas de technique disponible. Alors, on peut imaginer que demain, il se passe des choses, etc. Et très souvent, en dehors de l'azote et du phosphore, tous les autres nutriments sont relativement oubliés, le potassium, le soufre, le magnésium, qui sont des micronutriments pertinents et relativement peu valorisés.
Deuxième élément, le problème structurel des déverseurs d'orage. Donc, on a évidemment, et plus généralement, la question de savoir qu'est-ce qui arrive au bout du tuyau à la station d'épuration. On a une grande quantité des matières qui n'y arrivent jamais, particulièrement par le déverseur d'orage, beaucoup moins par les rejets directs de temps sec qu'à une époque, mais encore aujourd'hui aussi par des rejets directs de temps sec. Enfin, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, qui est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques temps. Je rappelle l'analyse de cycle de vie qui a été conduite par Messel et Roux en 2021, qui montre que le bilan global environnemental est globalement défavorable pour la réutilisation des eaux usées traitées en dehors du cas où on est au bord de la mer. C'est-à-dire que globalement, si on n'est pas au bord de la mer, on est quasiment sûr que le bilan est défavorable par rapport à le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel. Et quand on est au bord de la mer, bon là, on met de l'eau douce dans de l'eau salée, donc il peut y avoir une question sur effectivement le fait d'utiliser cette eau douce avant son rejet en mer. Voilà, je rappelle aussi deux éléments qui me paraissent importants autour de cette question de réutilisation. D'abord, c'est une pratique qui n'est pas sobre sur l'usage de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à réduire les consommations d'eau à l'amont, on va chercher à faire un usage supplémentaire à l'aval. Donc, on risque d'avoir des boucles de rétroaction négatives sur la sobriété, puisqu'une fois qu'on aura instauré l'utilisation de cette eau, ben, on peut ne pas chercher à faire en sorte de limiter les consommations en amont. Donc, comme on l'avait expliqué en conseil scientifique avec Sabine Barle la dernière fois, où il y a 2 sessions, je ne me souviens plus, les politiques de sobriété sont les grandes oubliées, on va dire, et entre autres sur cette question de réhute. Et puis enfin, il y a une dissymétrie dans notre climat entre les périodes de croissance des plantes et de besoin en eau et puis celle des utilisations de l'eau par les habitants des villes, qui fait que c'est surtout en printemps-été qu'on a un besoin et que donc là, il y a une gestion de la temporalité automne-hiver que la réhute ne peut pas nécessairement traiter. Et enfin, je reprends un schéma en bas à droite de Jacques Le Savre, qui a travaillé pendant très très longtemps à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et qui présentait dans un colloque ce schéma de l'accroissement de la taille des stations d'épuration. On a d'abord traité le carbone, puis après on a dit, tiens, il faudrait traiter l'azote réduit, tiens, il faudrait traiter l'azote oxydé, tiens, il faudrait traiter le phosphore. Et puis en fait, là, on a plusieurs ouvertures vers, tiens, la station d'épuration pourrait aussi maintenant mieux gérer le protoxyde d'azote, faire de la réhute, traiter la microbiologie, traiter les micropolluants. Donc, on a une sorte de fuite en avant curative d'une logique de gérer curativement à l'aval cette eau usée. Je viens de terminer le co-encadrement de la thèse de Paul Minier sur les enjeux sanitaires autour du tout à l'égout. Et ce que montre Paul Minier, c'est qu'il y a une pensée magique qui s'est construite autour du fait que le tout à l'égout, pour le dire rapidement, nous a sauvés du choléra. Et donc Paul a fait un travail très important de déconstruction de cette pensée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un impact du tout à l'égout sur les questions sanitaires, mais il n'est pas nécessairement celui qu'on pense. Donc typiquement ici, vous avez la courbe de la mortalité au choléra à Paris et de la connexion au tout à l'égout. Donc, on voit que le choléra a très nettement diminué à Paris avant que le tout à l'égout soit déployé. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas le tout à l'égout, dans le cas de Paris, qui a fait la majorité de l'éradication du problème lié au choléra. Et puis, quand il a analysé en particulier les manuels d'assainissement depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et il apparaît très clairement dans ces manuels que l'assainissement doit gérer les risques pathogènes, à la fin du 19e siècle. Et puis au début du 20e siècle, il y a un tournant qui se met en place. Et en fait, on considère que on peut traiter l'eau pour faire de l'eau potable. Et finalement, on peut ne pas gérer ce risque sanitaire et aller plutôt vers le rejet vers le milieu naturel des pathogènes, puisque de toute façon, il suffira de traiter l'eau potable, donc avec des coûts de traitement qui sont extrêmement importants. Il suffira de s'arranger avec la conchyliculture, comme on peut, vous avez vu encore récemment, et puis d'interdire la baignade, puisque du coup, on a structurellement une contamination aux pathogènes, même quand l'eau est traitée, dans les stations de traitement. Cette phrase de Gabriel Boulot, dans un article de 2009, quand les agences de l'eau se mettent en place, elles sont surtout sollicitées par les collectivités pour financer le tout à l'égout qui accroît le confort des ménages par rapport aux 6 enjeux que j'indiquais précédemment. C'est très prioritairement le confort que celui qui a mis en place ces systèmes et non pas des enjeux environnementaux, sanitaires, économiques ou autres qui feraient que cette technique est particulièrement pertinente ou efficace d'un point de vue économique, sanitaire ou autre, etc. La question d'aujourd'hui, c'est 130 ans plus tard, ne peut-on pas fournir du confort? L'idée n'est pas de sortir du confort qu'on a nécessairement, même si de toute façon la situation de changement climatique typiquement crée de l'inconfort, mais avec des techniques qui soient plus performantes sur ces différents plans. Alors, il y a une pratique qui se développe, qui est celle de la séparation à la source. Quand on regarde en particulier sur le paramètre azote, ce qui constitue aujourd'hui les eaux usées, on constate qu'on a sur 150 litres d'eau par personne par jour qui sont consommés,
90% des matières qu'on traite au bout du tuyau qui viennent en fait des excrétions humaines et sur l'azote à 80% de l'urine et à 10% des matières fécales. Donc en fait, on a une matière extrêmement diluée et du coup extrêmement compliquée à gérer. Les eaux usées, c'est un produit qui, une fois qu'il est créé, devient très compliqué à gérer. Par ailleurs, dans la thèse de Tristan Martin que j'ai co-encadré, on a fait des analyses de cycle de vie sur la comparaison entre je produis 1 kg de grains de blé en version standard, c'est-à-dire je mets de l'azote issu d'une usine à beurre Bosch et l'urine est traitée en station de traitement des eaux usées, versus je prends de l'urine humaine, elle est simplement stockée, je parlerai tout à l'heure des processus de traitement de l'urine qu'on peut faire. Ici, le simple stockage est un traitement possible et elle est mise pour fertiliser un champ. Là, le champ est situé à 25 km pour information du trajet qu'il y a à faire pour apporter l'urine au champ. Et c'est assez rare les ACV qui sont comme ça, c'est-à-dire que le système est tellement impactant d'un point de vue environnemental aujourd'hui que sur tous les paramètres, à part l'acidification où on empire de 2% la situation, on est sur des facteurs qui sont colossaux. On divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, on divise par 3 l'eutrophisation des cours d'eau et on fait des économies de quantité d'eau extrêmement importantes. Donc on a des techniques, alors là c'est une hypothèse spécifique évidemment dans cette ACV, une pratique particulière, mais avec des gains environnementaux possibles qui sont extrêmement forts parce que le système construit est à un niveau d'impact environnemental extrêmement élevé, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, ces alternatives, ou plutôt ces réémergences, puisqu'elles existaient majoritairement en fait jusque quasiment le milieu du XXe siècle, elles ont réémergé en Europe, en Scandinavie, principalement dans des éco-villages où des gens ont décidé de collecter leur urine et de l'apporter à l'agriculteur voisin. Donc, c'est des petites initiatives à chaque fois, hein, ça va être jusqu'à 50 familles. 100 familles potentiellement, où on a des toilettes à séparation d'urine, comme je l'ai montré, qui ont été inventées par ces Suédois à cette époque, et des systèmes très simples, collecte d'urine vers des cuves, apport en bout de champ, et puis épandage par l'agriculteur, comme un épandage de lisier typiquement. Cette pratique, elle est cadrée par l'OMS qui a réactualisé ses recommandations en 2012. Et l'OMS considère que le simple stockage des urines est considéré comme suffisant d'un point de vue des risques sanitaires pour garantir son utilisation agricole. Donc, c'est sur ces recommandations que se basent les initiatives suédoises. Donc, par exemple, je suis allé à Understandsröden à côté de Stockholm, et ça fait 30 ans maintenant que les gens utilisent ces toilettes pour uriner et font épandre leur urine sur le champ qui est situé à 300 mètres de l'habitat. Voilà. Mais ces initiatives n'ont pas été déployées ensuite à plus grande échelle. Elles ont diffusé alors par de la recherche, par des initiatives diverses et variées, mais elles sont restées à ce stade d'initiatives de petite ampleur. En France, le réseau de l'assainissement écologique a été la fédération des acteurs de cette logique de retour au sol des urines et matières fécales humaines, principalement autour de la logique de toilettes sèches et plutôt dans une vision d'utilisation conjointe des urines et matières fécales pour faire du compost à partir des années 90. Et c'est à partir des années 2010 que le sujet s'est de plus en plus développé. Alors évidemment, en lien assez important avec le programme Okapi, bien sûr, on est devenu maintenant un centre de ressources publiques sur la question en France. Et puis, évidemment, fortement approprié par le bassin Seine-Normandie et le programme de 2018 qui prévoit une subvention pouvant aller jusqu'à 80% pour les projets mettant en œuvre de la séparation à la source. Et un des projets les plus emblématiques qui est actuellement en construction, c'est l'opération Saint-Vincent-de-Paul à Paris 14e, où l'ensemble du quartier de 1500 habitants est prévu d'être équipé de toilettes à séparation d'urine pour produire de l'engrais de façon décentralisée dans le quartier. Enfin, en ce moment, il y a une étude qui est conduite sur le plateau de Saclay par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay pour étudier la possibilité que les 20 000 nouveaux habitants planifiés sur le quartier soient intégralement avec des séparations à la source, en particulier de l'urine. Donc ça, cette étude, elle est en cours, c'est pour donner un peu une image de cette dynamique. Et la France se situe finalement, et Bassin de la Seine en particulier, pionnier dans le domaine. Il y a eu, j'ai cité 2 opérations, mais il y en a un très grand nombre qui sont recensées sur notre site si vous voulez plus d'informations, et qui font que se développe beaucoup cette pratique aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, hein? On a, s'il s'agit de collecte sélective de l'urine, ce qui est plébiscité pour beaucoup de raisons,
pour des questions à la fois logistiques, de la simplicité de collecte de l'urine dans des tuyaux, du fait que la majorité des nutriments y sont présents, que les risques sanitaires sont plus faibles. On voit beaucoup émerger cette pratique, avec des collectes depuis des urinoirs. Ça, c'est la pratique majoritaire, parce qu'elle est la plus simple à mettre en œuvre, masculin ou féminin. Et vous avez une image ici d'un urinoir sec féminin. Et puis ensuite, des toilettes à séparation, donc qui peuvent être à chasse d'eau, qui peuvent être sèches. Vous avez en bas à gauche une toilette sèche à tapis roulant qui se déploie aussi beaucoup, avec désormais 3 entreprises françaises qui en commercialisent. Et puis en bas à droite, la toilette suisse Laufen, qui est une toilette qui permet la séparation de l'urine sans que l'usager ait à viser, et ce qui est ce qui a levé un verrou extrêmement important, puisque les toilettes comme celle que vous avez au-dessus, Rudiger, présentent des problèmes d'appropriation pour les nouveaux usagers. Quand on ne connaît pas la toilette et qu'on l'utilise la première fois, ben, c'est pas facile, il y a un mode d'emploi de la toilette. Et donc la toilette Laufen simplifie les questions, comme les toilettes à tapis roulant typiquement. Ensuite, il y a des traitements possibles. Alors, le meilleur bilan environnemental, c'est celui du simple stockage. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on est sur des milieux qui sont relativement denses, ça induit des questions logistiques importantes. Il faut des volumes de stockage, il faut des fréquences de vidange qui sont importantes. Et à l'agriculture aussi, dans beaucoup de configurations, les agriculteurs ont tendance à privilégier des formulations qui seraient davantage concentrées. Donc, il a eu, en fait, depuis les années 90, beaucoup de recherches sur comment concentrer urine et ou matière fécale, en particulier en Suisse et en Suède. Et il y a aujourd'hui plusieurs produits, dont certains qui sont disponibles sur le marché, qui correspondent à de l'urine qui va être concentrée soit sous forme liquide, soit sous forme solide, comme vous le voyez ici. Et un dynamisme très important du réseau de l'assainissement écologique, qui est maintenant devenu une grande fédération française des acteurs qui travaillent en location, en études, en construction ou en plaidoyer sur les questions de retour au sol des urines matières fécales humaines. Je mentionne une recherche qui est menée actuellement en Suède et qui me paraît extrêmement importante dans les possibilités de développement de ces pratiques. C'est celle de toilettes qui fassent la concentration dans la toilette. Si ces systèmes-là, qui ne sont pas encore matures, arrivent à maturité, on peut avoir des déploiements qui peuvent être très rapides, puisque du coup, il n'y a pas de reprise des tuyaux à faire dans un bâtiment. On enlève la toilette et on replugue une nouvelle toilette et on sort régulièrement une caissette d'engrais de la toilette. On n'est pas à ce stade où on peut dire « je le mets », mais à mon sens, ça peut introduire des changements complets dans les dynamiques de déploiement de ces pratiques si ce type de dispositif devient disponible. Alors, dans le programme Okapi, on a énormément de ressources qu'on a produites sur ces questions-là. On anime un groupe de travail avec l'association Arceau Île-de-France sur la séparation à la source. Il y a beaucoup de collectivités qui y participent et on essaie de construire avec elles les manières de construire notre recherche et d'alimenter les dynamiques, puisqu'il y a donc beaucoup de collectivités, en particulier en Île-de-France, qui se sont emparées du sujet. Dans le projet, on a développé des ateliers collectifs aussi pour favoriser l'appropriation de la séparation à la source. C'est un jeu fictif pour les acteurs d'un territoire pour voir comment est-ce qu'on peut construire des filières. On a fait un grand projet AgroCapi sur tous les enjeux agricoles autour de l'utilisation de l'urine humaine qui a donné lieu à des fiches pratiques. Alors, j'ai les documents ici en version papier pour ceux qui sont là, sinon ils sont tous téléchargeables sur lesu.fr/Okapi. On vient juste de terminer le projet En Ville, qui là est un projet de micro-filière un peu similaire au compostage de proximité de biodéchets, mais là, cette fois-ci, c'est sur l'urine. Donc, c'est des gens qui veulent collecter leur urine en ville et qui organisent des systèmes avec des points d'apport volontaire d'urine. Le projet Café, qui est un outil de logiciel d'évaluation de la localisation des gisements et d'aide à la décision pour la mise en œuvre de filières de séparation à la source. Et puis, je cite plusieurs notes qu'on produit, donc des notes sur comment installer des réseaux, notes réglementaires, notes sur les micropolluants, etc. J'arrive à la fin de ma présentation. On a beaucoup étudié les freins et leviers autour du déploiement de la séparation à la source, en particulier dans un article coordonné par Aurélie Joveniot. Ce à quoi on aboutit, c'est qu'aujourd'hui, les principaux freins, c'est une méconnaissance des sujets. Les gens ne connaissent pas bien les possibilités de faire autrement, les problèmes que pose le système actuel. Une fois qu'on a tiré la chasse, tout a disparu, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Un coût organisationnel d'apprentissage des nouvelles pratiques. Il y a des filières à mettre en place, donc une organisation à faire, et un apprentissage de tous les acteurs de la chaîne qui ne connaissent pas les sujets. Donc ça représente des coûts et donc des freins au déploiement. Et puis enfin, c'est un enjeu majeur, un changement majeur pour les acteurs en place, et on est dans une situation très classique de verrouillage sociotechnique, c'est-à-dire qu'il est plus simple de continuer à faire comme l'ensemble des acteurs font globalement, plutôt que de faire des transformations. Bon, ça, c'est très générique dans ces questions, en particulier de réponse
au dépassement des limites planétaires. Alors, pour lever ces freins, plusieurs réponses, hein. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'on voit beaucoup émerger la séparation à la source quand il y a une implication forte de la puissance publique dessus. Hein, l'émergence relativement spontanée, elle est difficile et donc c'est vraiment un facteur extrêmement important de mise en œuvre. La démonstration, donc on a un démonstrateur à l'école des ponts, il y a plusieurs démonstrateurs qui se développent et c'est un sujet de thèse d'ailleurs en ce moment qu'on encadre. Important, donc comment organiser les démonstrations pour donner à voir, apprendre aussi et améliorer ces systèmes. Et puis enfin, l'importance de donner des visions stratégiques pour que chaque acteur puisse se positionner. Et donc, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, en coordination avec l'ADEME Île-de-France et avec l'équipe OCAPI à l'École des Ponts, a décidé de lancer, par sa direction territoriale Seine-Francilienne, une étude sur l'Île-de-France qui commence maintenant pour analyser quelles sont les orientations stratégiques qu'on peut prendre pour le déploiement de la séparation à la source en Île-de-France et favoriser le positionnement des différents acteurs et permettre que ces filières s'organisent avec une cohérence d'ensemble. En conclusion, à mon sens, ce que je viens de dire pose des questions stratégiques qui sont extrêmement fondamentales pour l'agence de l'eau en particulier, d'où l'importance pour moi d'avoir ce débat aussi. Plus de 50% du budget d'intervention de l'agence est orienté vers l'assainissement qu'on peut nommer de conventionnel. Donc, s'il s'agit de le questionner, il s'agit de questionner plus de 50% du budget de l'agence. Donc, à mon sens, c'est un très gros sujet de ce point de vue-là. Et puis, question importante aussi, que fait-on des infrastructures existantes? On peut dire maintenant qu'on a maillé tout notre territoire d'usines que je renomme des usines de destruction d'engrais pour simplifier leur fonction, dont acte, on l'a fait. Il y a un bénéfice très important pour les rivières. Il y a par ailleurs aussi tout un tas de problèmes qu'elles posent. Que fait-on à partir de ça? Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés sur l'évolution des infrastructures existantes, qu'elles soient les égouts, les stations d'épuration, les déversoirs d'orage, et comment est-ce qu'elles peuvent être réutilisées, réadaptées dans des logiques où on déploie de la valorisation des matières et des impacts moins importants. Il y a aussi une cohérence d'ensemble importante à avoir en tête sur les systèmes alimentation-excrétion qui soient sobres, locaux et circulaires, c'est-à-dire qu'on a dans le programme OCAPI beaucoup fait des scénarios conjoints d'évolution des régimes alimentaires, des pratiques agricoles et des modes de gestion des matières fécales qui montrent qu'on peut atteindre en fait un respect des limites planétaires et une amélioration de la santé publique avec une gestion soutenable de l'eau et des nutriments, mais qu'il y a une cohérence d'ensemble à avoir dans les coévolutions urbaines et agricoles de ces systèmes, avec les champs qui nourrissent la ville schématiquement, on pourrait dire, mais donc cette possibilité que les villes, en retour, de façon beaucoup plus importante, soient en mutualisme, en nourrissant aussi les sols. Une opportunité politique qui me semble importante à souligner, c'est suffisamment rare pour être indiqué quand même, un sujet sur lequel on a un intérêt agricole certain, par exemple la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, qui est très impliquée sur ces questions de retour au sol des engrais issus des urines humaines, y voit un intérêt de matière fertilisante. Et puis, pour la ville, une opportunité d'avoir moins de pollution, en particulier de l'eau. Et donc, il me semble qu'on est peut-être dans une opportunité politique forte aujourd'hui d'avoir un sujet gagnant-gagnant entre des questions environnementales et agricoles. Donc voilà, ça peut peut-être favoriser, en tout cas, on le voit se déployer. Donc c'est probablement aussi parce que cette opportunité politique est déjà saisie en partie. Et puis enfin, ce qui est important aussi, à mon sens, à souligner, c'est la spécificité territoriale. Alors qu'on a plutôt eu une logique d'unicité de solution, le tout à l'égout déployé un peu partout, y compris dans des zones avec très faible densité où le taux de mutualisation des équipements est faible, la séparation à la source invite à repenser des configurations territoriales différentes en fonction de la densité, des pratiques agricoles. On ne mettra pas en place les mêmes traitements, les mêmes modes de collecte, de valorisation selon qu'on va fertiliser telle ou telle culture ou que la densité urbaine est différente. Et donc, il y a toute une inventivité aussi extrêmement enthousiasmante à déployer.